BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi, on vous emmène découvrir sur BFM Business tous les placements, la forêt des investissements qui s'offre à vous. Et c'est vrai qu'à 16h30, on pose un pied aussi sur l'éperon rocheux des cryptos. De cet éperon s'offre un nouveau panorama. Il est pour vous, ce panorama fidèle du club BFM Crypto. John Karp avec nous, c'est sa première. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Co-producteur du podcast NFT Morning. Il est, John Karp, l'une des grandes incarnations francophones de cet univers des NFT. Grégory Raymond avec nous aussi. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Co-fondateur du nouveau média crypto, The Big Whale, qui sort des scoops toutes les semaines. Exactement. Ça démarre bien. Et journaliste, bien évidemment, Grégory, à nos côtés, très régulièrement et chaque semaine sur BFM Business. Vincent nous accompagne aussi au téléphone. Vincent Bois, analyste technique pour IG. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vincent, le Bitcoin sort de 5 semaines consécutives dans le rouge. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2014. La série n'est pas bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. On est toujours sous les 40 000 $ à l'heure où l'on se parle. Et maintenant, quel potentiel voyez-vous pour le Bitcoin ? Alors là, on est effectivement toujours sur une baisse, plutôt en phase d'hésitation. On voit bien sûr toujours la baisse des marchés financiers traditionnels et le Bitcoin qui résiste un peu mieux depuis le début de l'année, malgré cette tendance baissière dessinée depuis novembre. Donc, comme sur les marchés traditionnels, je pense que le Bitcoin, parce que actuellement on a des bonnes nouvelles, notamment le Centrafrique qui en fait une monnaie légale ou d'autres sociétés qui l'utilisent. Donc, fondamentalement, on a des bonnes nouvelles, mais pour autant, on est toujours sur une pression baissière actuellement. Donc ça va plutôt dépendre une nouvelle fois des marchés traditionnels qui sont en train de tenter de rebondir et qui permet au Bitcoin de se maintenir vers les 39 000 $. On peut avoir encore de la volatilité sur le Bitcoin, sur les marchés, et à mercredi, c'est là justement avec le FOMC et la Fed qui pourrait un peu changer la donne. En mars, on l'a vu, dernier FOMC de la Fed, on a vu une forte chute jusqu'à ce jour où par la suite, après que Jérôme Powell ait parlé, on a eu une forte hausse qui également a profité au Bitcoin. Donc on peut avoir le même type de scénario, aller chercher peut-être les 37 000 $ dans ces 2 jours d'hésitation avant peut-être de rebondir. On parlera des autres cryptos dans un instant. Juste avant, Warren Buffett qui s'est exprimé sur sa vision du Bitcoin. Grégory, il est toujours pas emballé, Warren Buffett, par le Bitcoin. Il dit même que, je le cite, si vous m'offrez tout le Bitcoin du monde pour 25 $, je ne le prendrai pas. C'est pas n'importe qui, Warren Buffett, et il n'y croit toujours pas. C'est pas n'importe qui, et c'est pas la première fois qu'il s'exprime de cette façon sur le Bitcoin. On sait, il aime pas, mais globalement, il aime pas trop les valeurs technologiques. Il n'a jamais investi dans Google, il n'a jamais dans Facebook, jamais dans ce genre de valeurs. Lui, il dit que Bitcoin donc n'a pas de valeur, il ne produit pas de valeur, c'est ça le problème. Mais en fait, le Bitcoin c'est plutôt à quoi il sert qui donne de la valeur. La valeur de Bitcoin, c'est que ça rend libre, en fait. C'est un système de paiement décentralisé. Aucun État ne peut mettre la main dessus. Ça permet de faire des paiements partout sur la planète sans qu'on puisse interférer. Enfin, c'est ça la valeur de Bitcoin. Donc ça rend libre. Oui. C'est le prix de la liberté. Exactement. Le cours du Bitcoin, c'est le prix de la liberté. Et j'aimais bien, dans un échange Twitter que vous avez eu ce matin, Grégory, vous disiez, il a bien raison de dire que pour 25 $, il rachèterait pas tout le Bitcoin du monde, même à 25 $, parce que, dans ce cas... Dans ce cas, s'il contrôlait tous les Bitcoins, il y aurait plus vraiment d'intérêt à en avoir, quoi. Il perdrait toute sa valeur. Oui, voilà. C'est là que Warren Buffett est peut-être très logique. On va continuer de parler de ce potentiel des cours des différentes cryptos. On évoquait le Bitcoin. Évidemment, Vincent, les fans de crypto nous reprochaient de ne pas évoquer les autres. Et notamment, le dauphin du Bitcoin, c'est l'Ether. Quel potentiel, à vos yeux, désormais sur l'Ether ? Alors l'Ether suit un peu l'évolution du Bitcoin, bien sûr. Le marché des cryptos est assez lié au Bitcoin comme d'habitude. Simplement, on parlait justement la semaine dernière de ce potentiel de surperformance sur l'Ether qui s'est un peu fané avec le décalage de The Merge, de la modification justement entre Proof of Work et Proof of Stake qui pourrait baisser ou réduire cette surperformance éventuelle. Et ici, on a vu ce week-end une nouvelle fois une congestion sur la blockchain qui donc a besoin justement de cette modification de système et qui a été décalée. Donc on voit une nouvelle fois, on va en parler justement sur une autre crypto-monnaie, ces frais qui ont fortement augmenté durant le week-end et également des problèmes ou de ralenti sur la validation des transactions. Donc d'un côté, on a sur Ether et sur la blockchain Ethereum un décalage dans cette mise à jour qui pourrait être très bénéfique pour le fonctionnement de la blockchain. Et de l'autre côté, quelques jours après ou quelques semaines après, on a
une preuve justement que ce système est en congestion totale et donc a du mal à fonctionner de la sorte. Donc ça appuie un peu plus justement le fait qu'on a encore moins de potentiel de surperformance pour moi sur Ethereum. Donc on suit avec attention, même si bien sûr il est lié au Bitcoin et au marché des cryptos en général. Allez, les cours en direct sur ces différents crypto-actifs, crypto-monnaies. L'Ether actuellement $2 840, le Bitcoin 38 000. Ah, on est sous les 39, 38 921 $. Une petite troisième quand même pour ceux qui veulent essayer de trouver à court terme un peu plus de performance pour diversifier. Et on rappelle qu'il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Tout cela reste très volatile et spéculatif. Mais voilà, si on avait une troisième aujourd'hui à mettre en avant, Vincent, parce que celle-ci offre des niveaux techniques intéressants, quelle serait-elle ? Alors ici, on est sur plutôt sur la blockchain, justement, je parlais d'Ethereum juste avant, Solana qui ne profite pas justement, plutôt baissier, puisqu'on va investir à la hausse comme à la baisse en faisant toujours attention, mais Solana qui a de belles promesses finalement, a eu une faille la semaine dernière et cette semaine, en tout cas ce week-end, a eu plutôt un problème de hors réseau pendant 7 heures et donc ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, malgré le potentiel de cette blockchain et de la crypto-monnaie, puisqu'elle est montée jusqu'à $250, et puis on a par la suite baissé et on pourrait aller chercher vers les 70, 75 sur cette valeur, en tout cas sur cette crypto. Et donc, si on avait un potentiel rebond, peut-être après Jérôme Powell, comme vous le disiez avec le Bitcoin, et bien par la suite pourrait permettre peut-être ce niveau vers les 77 de rebondir par la suite. Attention en revanche à la cassure et attention aux nouvelles, ou en tout cas à ce que je viens d'évoquer, plutôt négatif pour le potentiel court terme sur la valeur. Vincent Bois, analyste technique pour IG, merci beaucoup. Vincent, John Carp voulait réagir à vos propos sur Ether, la transformation du réseau Ethereum. Ouais. En fait, le week-end leur a pas été du tout favorable parce qu'il y a eu une énorme vente qui s'est déroulée par les fameux Bored Ape, vous savez, donc la société Yuga Labs qui est derrière. Et donc, il y a une énorme vente de terrain qui s'est faite, plus de 55 000 exactement. Et en fait, ils ont presque cassé le réseau. Enfin, j'exagère un petit peu, mais du coup, il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été dépensés. Et en plus de ces 300 millions, 150 millions sont partis en frais de gaz. Et donc, ces frais de gaz, ça veut dire, en fait, sont partis dans la nature. Ça veut dire qu'ils sont ni partis... Frais de gaz, faut expliquer, parce que c'est pas le gaz russe. Oui. Même si il y avait une guerre de gaz, mais c'était pas la guerre du gaz russe, en effet. Ça veut dire que, en fait, c'est l'argent qui est la rétribution des mineurs, en fait. Ça veut dire que quand une inscription est faite dans la blockchain, donc, il y a une énergie qui est dépensée. La rémunération, en fait, qui est faite par l'inscription dans le marbre, en fait, c'est ce qu'on appelle le gaz. Et donc, c'est comme des frais de notaire, mais à l'échelle de la blockchain, tout simplement. Et structurellement, en fait, le protocole qui est utilisé aujourd'hui par Ethereum fait que les frais de gaz sont monstrueux, et notamment quand il y a des pics d'affluence, comme c'était le cas ce week-end. Et donc là, ces 150 millions n'ont pas été dépensés pour être dépensés, mais simplement pour inscrire comme des énormes frais de notaire qui représentent la moitié de la dépense, donc c'est monstrueux en effet. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuga Labs s'est plus ou moins excusé. Hier, ils se sont dit, oula, on est peut-être allé trop loin, peut-être qu'on va développer notre propre blockchain, justement pour pas congestionner Ethereum. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était une excuse un peu rigolote, en effet, mais ça remet un petit peu en question, toujours cette problématique du gaz sur Ethereum. Oui. Et ça va peut-être favoriser le good buzz autour des projets visant à pouvoir se passer l'Ethereum. Il y a des projets comme ça qui bien sûr, mais les projets les plus intéressants, enfin les plus dynamiques, c'est ce qu'on appelle les Layer 2, c'est-à-dire des réseaux de seconde couche qui se branchent sur Ethereum, mais qui permettent de faire passer des transactions plus modestes. Par exemple, des transactions sur des NFT, des choses comme ça. Et il faudrait laisser au réseau principal Ethereum les très très grosses transactions. On va continuer de balayer l'actu crypto, comme chaque après-midi, le club BFM Crypto du lundi au jeudi. On va continuer de balayer l'actualité pour tenter d'entrevoir ce que l'écume des jours nous dit des courants profonds dans cet univers. Grégory, on va parler d'une des principales plateformes d'exchange, Crypto.com, parce que ça jase. Crypto.com, c'est pas n'importe quoi, c'est une star des cartes de paiement crypto qu'a annoncé la plateforme qui mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la douche froide pour les utilisateurs de Crypto.com, surtout ceux qui ont souscrit à une carte de paiement Visa, Crypto.com. Que cette carte initialement en fait permet de bénéficier du cashback. Chaque fois que vous faites une dépense dans le commerce avec cette carte Visa, on vous donne un pourcentage de ce que vous avez dépensé en crypto-monnaie, dans leur crypto-monnaie. Et ils ont annoncé, pas plus tard qu'hier, qu'ils allaient diviser
entre 3 et 4 en fait le montant de la rémunération en cashback. Donc pour ceux qui utilisaient crypto.com et qui avaient qui avaient investi dans leur crypto-monnaie pour bloquer dans le système afin de recevoir la carte, ils se retrouvent un petit peu avec des récompenses qu'ils n'avaient pas prévues, quoi. Donc les 10 millions d'utilisateurs ont beaucoup râlé hier. C'est la douche froide. Et il faut mesurer l'impact de cette annonce par Crypto.com. Que pèse Crypto.com? C'est quoi Crypto.com dans l'univers crypto? Alors, Crypto.com, ça pèse à peu près 10 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est une société qui est basée à Singapour. C'est clairement le leader des sociétés qui proposent des cartes de paiement crypto. Et aussi, bien sûr, sur leur appli, c'est une plateforme d'échange classique. On achète et on vend des cryptos. Ils sont très très connus parce qu'ils ont fait du marketing, mais comme jamais il y en a eu dans le secteur crypto. Ils sponsorisent la Coupe du Monde de foot au Qatar. C'est la première fois qu'une entreprise qui a moins de 10 ans sponsorise une Coupe du Monde, donc c'est vraiment incroyable. Ils sponsorisent la Formule 1, ils sponsorisent le Paris Saint-Germain. Ah oui, vous avez prononcé PSG Paris Saint-Germain, même vous, Grégory. J'ai un peu de mal avec ça. Fan de l'OM. Je me fouetterai en rentrant. Il a passé un mauvais dimanche soir d'ailleurs. Oui. Et donc ils sponsorisent la Formule 1, le catch. Ils ont fait le naming du stade de Los Angeles, le Staples Center. C'est un énorme truc. Et ils ont aussi fait une pub avec Matt Damon. Donc il y a des dépenses marketing considérables chez Crypto.com et c'est peut-être pour ça qu'ils baissent les récompenses réservées aux utilisateurs. Voilà, réduction massive, c'est l'annonce de Crypto.com, réduction massive des récompenses en crypto. Donc quand on utilise sa carte Visa, pourquoi est-ce qu'ils appuient à ce point sur la pénale de frein? Ce qu'ils disent, c'est que c'est pour assurer la pérennité de l'entreprise à long terme. En fait, ces super récompenses ne pouvaient pas durer longtemps. Et je trouve que c'est un problème, parce que quand on utilise un service, c'est pour toutes les éventuelles récompenses dont on peut bénéficier. Et là, en fait, les gens se disent la fête est finie. C'est un problème. Ils vont peut-être aller voir ailleurs, en fait. Oui, et le risque, c'est donc que les utilisateurs se détournent en masse? Exactement, vers des solutions peut-être plus pérennes. On peut parler de Binance, qui est aussi une carte de paiement, qui n'était pas aussi intéressante que celle de Crypto.com, mais qui, là, à partir du 1er juin, va certainement le devenir. Et il y a des nouveaux acteurs, Nexo, Celsius. Enfin, la grande bataille des cartes de paiement ne fait que commencer, à mon avis. Et on peut imaginer que Crypto.com peut se permettre d'appuyer sur la pédale de frein parce qu'ils ont en tête un plan B ou une étape suivante à venir. Enfin, on a des infos là-dessus. Le plan B, pour moi, là, on n'a pas trop d'infos, mais pour moi, le plan B, c'est surtout qu'ils vont devoir prier pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition de clients. Il y a aussi une solution, c'est qu'ils rachètent en masse leur crypto, qui s'appelle le CRO, le CRO, pour en fait donner du sens en fait aux gens qui investissent dans cette crypto-monnaie et qui permet d'accéder à la carte. Pour avoir la carte, il faut acheter du CRO et le bloquer dans le système. Donc si on fait remonter les cours, les gens vont rester. Les acteurs français de l'univers crypto, parce que là on parle d'un géant mondial, vous avez cité Binance, autre géant mondial, il y en a beaucoup d'autres. Les acteurs français, est-ce qu'ils pratiquent aussi beaucoup les récompenses, ce système de récompenses, ou est-ce que c'est plus anglo-saxon, même dans l'univers crypto? C'est plus anglo-saxon, mais d'une manière générale, c'est lié aux boîtes qui émettent des cartes de paiement. En France, il n'y en a pas encore. On sait que CoinHouse travaille dessus. Mais la première qui devrait être lancée, ça devrait être Wiggle, donc qui est la société sœur de Phil Mining, qu'on connaît bien ici aussi. Et donc, va y avoir du cashback, et jusqu'à 8%. On ne connaît pas encore les détails, moi j'aimerais bien savoir, parce que 8%, c'est quand même énorme. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent le coup de Crypto.com. Oui. John? Alors moi je pense qu'on va en voir de plus en plus des cas comme Crypto.com. En fait on est sur une population quand même qui est très migrante. Les fans de crypto, les investisseurs dans les cryptos passent leur temps à optimiser, donc à chercher tout le temps, à discuter sur les forums, à se dire tiens il y a lui qui offre mieux, il y a lui qui va là, et en fait tout va très vite. Et moi je pense que le cas Crypto.com va être très intéressant à suivre, parce que ça m'étonnerait pas qu'on voit pulluler une série d'offres qui vont proposer des taux exceptionnels pendant une certaine période. Et les gens risquent de s'habituer à faire 2 mois par ici, 3 mois par là, 1 mois ensuite, comme on le voit déjà d'ailleurs sur des offres on va dire d'épargne, ça veut dire de stacking par exemple, ou de farming qui sont proposées par les nouvelles banques qui sont les banques DeFi, de finances décentralisées, qui offrent des retours sur investissement au début quand elles ouvrent, si on place ces crypto-monnaies chez eux, de 20% par exemple, et puis au bout de quelques temps, le bonus baisse, puis le bonus baisse, et là il y a une fuite assez radicale souvent des utilisateurs. Est-ce que pour des entreprises comme ça, qui s'apparentent à des néobanques, est-ce que c'est viable? Elles ont besoin de fidéliser les clients sur le long terme, et si là il reste juste quelques mois pour dégager de la rentabilité, ça va être compliqué. Mais je pense que justement le choix de Crypto.com, qui est peut-être pas si bête que ça, c'est de se dire on veut plus jouer à ce jeu-là.
mais peut-être que je me trompe. Oui, mais quitte à décevoir leur clientèle, tandis que ceux qui ont fait des moins grosses récompenses, voilà, ils vont garder captifs leurs clients. C'est vrai. À la recherche en quête toujours du bon business model. C'est un univers nouveau qui émerge et puis voilà, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà, tout le monde aussi apprend. Et puis en avançant, en augmentant de taille, eh bien doit réapprendre aussi à transformer son modèle. Et c'est manifestement le cas de Crypto.com. Est-ce qu'on peut néanmoins porter un regard un peu distant sur tous ces systèmes de récompenses qui semblent assez nombreux quand même dans l'univers crypto, parce que si les gens y vont parce qu'il y a des récompenses, c'est qu'ils sont pas forcément convaincus par le business model qu'il y a derrière, par le modèle qu'il y a derrière, par l'idée de liberté par exemple dont vous parliez tout à l'heure. C'est plus des achats, des investissements opportunistes. Est-ce que ça ne doit pas nous amener à quand même relativiser l'adoption, la mentalité crypto auprès de la population si les gens y vont juste pour gagner des cadeaux? Il faut relativiser. Je peux comprendre qu'on croit à la philosophie Bitcoin. Par contre là on parle pas d'une crypto-monnaie, d'un protocole en particulier. Là, on parle d'une entreprise. Donc, une entreprise qui utilise le marketing à fond pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir avoir des utilisateurs. Et quand elle va trop loin ou quand elle déçoit ses clients, ben oui, là, c'est décevant. Et il faut, à mon avis, il ne faut pas qu'elles aillent aussi loin. On va continuer d'évoquer l'ensemble des usages liés à la blockchain. Et tiens, ces autres nouveaux produits qui émergent, produits d'investissement en l'occurrence, les NFT, ces tokens qui permettent de devenir propriétaire d'une œuvre d'art, d'une carte de foot virtuelle, mais aussi de vêtements virtuels. Oui, les NFT sont à la mode et la mode s'intéresse aux NFT. John, Nike a lancé par exemple ses premières paires de sneakers virtuels. De quoi est-ce qu'il s'agit ? En effet, oui. Donc ça s'est passé la semaine dernière. C'est un moment quasi historique. Ça veut dire que la communauté le sentait, l'attendait, le préparait. Et il y a une révélation qui a eu lieu. Donc il y a une semaine de ça. Donc les 20 000. Le divin enfant est né. Voilà, c'est presque ça, exactement. C'est la première paire. Donc les 20 000 premières CryptoKicks, c'est le nom qu'elle porte. Donc 20 000 paires de sneakers virtuels, donc qui ont été offertes en fait à la communauté Nike / Artefact. Alors Artefact, en fait, c'est le nom, ça s'écrit RTFKT, et c'est le nom en fait d'une société d'ailleurs portée par des Français qui a été rachetée par Nike fin décembre dernier et qui était en fait un des leaders de la sneakers virtuelle. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont ouvert, donc on a découvert ces sneakers là il y a maintenant une semaine. Et elle commence à s'échanger aux alentours des 2 Ethers sur OpenSea, qui est un peu la plus grande place de marché de NFT. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant au-delà de ça, c'est un peu toute l'histoire justement qui nous a amené à cette surprise. En fait, cette histoire, ça remonte un petit peu. Ça veut dire quand cette société Artefact, elle s'est créée il y a à peu près 2 ans. Ils ont été connus pour avoir fait justement ces sneakers. Ils ont fait des collaborations avec des grands artistes du NFT, comme Feo Shoes, qui est un artiste très connu, sur des paires de chaussures. Et puis en décembre dernier, ils ont lancé leur propre collection d'avatar, parce que dans les NFT à un moment donné on passe par la case profile picture, oui. Et donc ils ont sorti en fait les clones X, qui sont 20 000 personnages, tous différents, inspirés un petit peu de l'univers manga type cyberpunk comme Akira ou des mangas des années 90, et donc on retrouve des robots, des humanoïdes, des reptiles, et aussi des personnages faits par l'artiste Murakami, donc le street artist japonais. Et donc cette collection était un grand succès, ils l'ont sorti donc en décembre dernier, et ça s'est acheté aux alentours des 2 Ethers à peu près. Aujourd'hui, ça s'échange aux alentours des 16-17 Ethers sur OpenSea. Et donc, dans la foulée de cette collection, ils ont annoncé leur rachat par Nike. Et quelques semaines plus tard, ils ont offert à chacun des propriétaires d'un clone une boîte en métal. On est toujours dans le virtuel. Là, je vous raconte quelque chose, mais on est derrière nos écins. Donc, une boîte en métal. C'est de la vraie expérience, quand même. Voilà. C'est virtuel, mais c'est de la vraie expérience. Elle a été vécue, elle est vécue. Il y a tout un narratif, un storytelling qui est assez fort autour de ça. Et donc, cette boîte sur laquelle il y avait finalement quelques lettres, MNLTH. Ils n'aiment pas les voyelles chez Artefact, ça se dit monolithe. Et donc, du coup, pendant 2 mois, ils ont fait monter la pression. On avait simplement cette boîte avec leur logo, qui ressemble un petit peu d'ailleurs au logo de Nike. Je pense qu'ils avaient dès le début ciblé cette acquisition. Donc c'est un peu le logo de Nike en éclair inversé. Et le logo de Nike, pour le coup, donc c'était le premier NFT siglé Nike, et pendant 2 mois, ils ont fait monter en se disant qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur, Ils ont organisé des quêtes, ils ont organisé leur communauté autour de ça, et à un moment donné, révélation. Donc, révélation, on avait la possibilité d'aller sur le site d'Artefact pour ouvrir
pour unpacker donc notre boîte de monolithes et voir ce qu'on avait à l'intérieur. Des chaussures. Exactement. Donc on pouvait le soupçonner, mais ces chaussures, c'est ça. Donc des chaussures virtuelles en effet. Bon, des sneakers, donc c'est très bien, mais back to basics quand même, John. Des NFT de chaussures. Est-ce qu'on peut porter ces chaussures ? Est-ce qu'on peut déjà les porter ? Alors en fait, si on se réfère à ce qu'a déjà fait Artefact, on peut déjà les porter dans les métaverses. En fait, c'est le premier usage. C'est vrai que c'est des chaussures qu'on va pouvoir dans Decentraland, dans D-Sandbox, qui sont les deux grands métaverses connus aujourd'hui. Et puis peut-être demain dans d'autres jeux vidéo, on pourra porter ces sneakers justement et être fier de les porter. Maintenant, c'est un peu la marque de fabrique aussi d'Artefact et je pense qu'ils vont la perpétuer avec Nike. Ils organisent des moments qu'ils appellent des forges où donc on passe chez le forgeron, quelque chose qui va imprimer nos chaussures en vrai. Et donc en étant propriétaire du NFT, on ne sait pas à quel moment, mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont peut-être organiser un événement où on pourra se présenter sur le site internet et commander sa paire de chaussures réelles, tout simplement en étant propriétaire du NFT. Et donc, là, le virtuel devient physique et matériel. Et là, le virtuel devient physique, exactement. Et donc, ça se fait beaucoup maintenant dans cette industrie-là. Adidas a fait la même chose d'ailleurs le week-end dernier pour les propriétaires du NFT Adidas. Eh bien, on pouvait aller sur leur site et réclamer. En fait, c'est ça, on va réclamer du merchandising ou des vêtements. Et donc, c'est un nouveau mode de commercialisation aussi. Ça veut dire être propriétaire vous permet d'être en quelque sorte abonné au cadeau que va vous offrir la marque. Et donc, on peut les porter de ces deux manières-là, oui. Bon, et globalement, la mode et le secteur du luxe est vraiment à fond sur ce genre d'initiative. Je pense qu'on est qu'au début. On est complètement qu'au début, en effet. Là, on l'a vu. Je parlais de Nike, Adidas. Je pense que toutes les marques là sont en rang de bataille. Quand on voit les montants qui sont en jeu, quand on voit l'argent qui est dépensé. Ouais. C'est un peu délirant parce que là, vous le disiez, ces chaussures en NFT, peut-être un jour deviendront-elles physiques. D'ailleurs, vous l'avez parfaitement expliqué, et marqueront-elles le monde de leur empreinte, ces chaussures, certes, mais les prix, eux, restent complètement stratosphériques. C'est délirant. On peut rappeler les prix de ces sneakers, de ces NFT ? Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, elles ont quand même une spécificité parce qu'on est dans l'univers du gaming aussi. Donc, on a des paires, il y en a 20 000, c'est toutes les mêmes. Par contre, en plus, dans notre boîte, on avait en plus une capsule d'ADN qui permettait en fait une capsule d'ADN, et il y avait 8 ADN différents avec des niveaux de rareté différents, donc des ADN d'humains, d'anges, de diables ou d'aliens par exemple. Et donc en fait, alors il y a une vidéo de Nike qui est très bien faite là-dessus, où on peut insérer sa capsule dans sa chaussure et lui mettre une skin du coup, donc une peau, la transformer. Oui. Donc par exemple, si vous avez une ADN de diable, la chaussure crache du feu grosso modo, ou une ADN d'ange, la chaussure a des petites ailes, donc donc toujours dans le design de Nike, mais avec des usages potentiels dans des jeux aussi qu'on pourrait imaginer. On est curieux de voir si ça se traduit physiquement là pour le coup. Là physiquement, ça va être compliqué. Physiquement, ça va être plus compliqué. Mais du coup, en effet, il y a des prix qui varient du coup sur ces capsules notamment entre les moins rares qui s'achètent à 1 Ether et les plus rares en effet qui s'achètent 150 Ethers pour les plus rares. On rappelle le prix d'un Ether quand même quasiment $3 000. Quasiment 150 Ethers x 3 donc là c'est vraiment des cas exceptionnels. Ouais. Alors pourquoi ça vaut cher? Même un Ether 3000 balles la chaussure, enfin bref, virtuel en plus. En fait quand on regarde, on a à Pardon, je parle vulgaire mais bon. Non mais en fait c'est je comprends la logique. Après quand on regarde les vraies paires de Nike les plus chères, il y en a qui se payent 500 000 balles aujourd'hui, des paires de collection. Et en fait on est à l'intersection de plusieurs univers. La sneakers, la collection, le jeu vidéo, la mode, le NFT et la crypto où il y a un peu de finance aussi quand même. Donc quand on accumule un peu tout ce côté-là, et en plus de ça le fait que c'est la première paire de Nike de l'histoire qui est virtuelle, on se dit que potentiellement, on peut se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut avoir de l'intérêt. Il y a des initiatives un peu plus modestes. Par exemple, la semaine dernière, Decathlon a présenté une offre de basket qu'on pouvait vraiment acheter en magasin pour à peu près 50 €, qui était assortie avec un NFT. Quand on achetait la basket physique, on avait le NFT. Là, c'était très marketing comme opération, mais c'est le début. Et on voit bien que toutes les marques se lancent, et pas forcément pour des milliers et des milliers d'euros. Et vous le soulignez, c'est vrai, Grégory, ça n'est sans doute que le début. On voit de plus en plus d'acteurs se lancer dans ce type de pratique et proposer des NFT dans l'univers de la mode, mais pas que. Pour continuer d'illustrer, et Grégory nous parlait de Decathlon, il y a d'autres exemples qu'on peut mettre en avant, John, pour essayer de mesurer tout le potentiel qui est en train de remonter à la surface, l'énergie de ce secteur qui est en train d'apparaître là. Non, je pense qu'en effet, aujourd'hui, il n'y a pas une marque
marque qui est pas en train de réfléchir à sa stratégie, soit de créer son propre NFT. Enfin bon, on a vu que par exemple, il y a l'unité Balenciaga, l'unité métaverse chez Balenciaga, qui commence à faire des lignes de produits. Alors c'est pas tout de suite du NFT d'ailleurs, hein, mais dans Fortnite déjà. Et donc, c'est en effet, toutes les marques de mode sont un peu prêtes à rentrer dans cet univers. D'autres marques, pour l'instant, vont acheter des LAN dans les métaverses pour expérimenter, on va dire, ou fournir des expériences, pour se positionner. Mais en effet, tout le monde se pose des questions autour de ça. Maintenant, pour revenir au marché, il est énorme. Enfin, pour rester sur Fortnite... Il nous reste 30 secondes. D'accord. 5 milliards juste dépensés l'année dernière, en 2021, dans Fortnite, en wearable, en skins, en vêtements. Et juste pour avoir du style. Et ça, on n'en est pas propriétaire dans Fortnite. On peut pas aller le revendre en second marché. On peut pas le prêter à un copain. Si demain, il décide qu'on peut plus l'utiliser dans le jeu, on peut plus rien en faire. Donc le marché est énorme. Bon. Ça s'appelle comment? NFT Morning, ce que vous proposez? NFT Morning, exactement. C'est un podcast quotidien qui parle de NFT, tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à tous les deux. John Karp, donc coproducteur du podcast NFT Morning et auteur aussi, puisque vous avez publié un livre très pédago sur cet univers des NFT, dont on peut rappeler le titre d'ailleurs. NFT Révolution. Voilà. Et Grégory qui nous accompagne aussi. Grégory Raymond, journaliste, cofondateur de The Big Whale, le nouveau média crypto. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. C'est pas déjà fait, Guillaume? Et donc, oui, vous avez plusieurs formules d'abonnement d'ailleurs. Très intéressantes. Exactement. Avec des prix d'amis. Je continue d'étudier d'ailleurs. Grégory Raymond nous accompagne. Non, mais franchement, plusieurs scoops par semaine depuis la création de The Big Whale. Donc, on imagine qu'il y en aura peut-être encore dans les prochains jours. Je peux pas encore tout vous dire, mais d'être sympa. C'est parti comme une balle. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour en direct et le CAC 40 qui souffre un peu en ce début de mois de mai. À tout de suite sur BFM Business.